Bonjour à tous. Je lance ce webinaire numéro 2 en fait, puisqu'un premier webinaire avait été réalisé il y a maintenant 3 semaines sur le thème de la fresque du collaborateur éco-responsable. Donc là, c'est le webinaire numéro 2, donc d'une série de plusieurs webinaires qui traitent de la performance environnementale sur différents leviers. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier bas carbone. Et j'en suis très heureux, c'est un des leviers majeurs aujourd'hui pour les entreprises, quelles qu'elles soient, dans un contexte de réchauffement climatique. Alors, je suis Jérémy Bonnefond, je pilote un département qui s'appelle Stratégie et Innovation. C'est un département qui combine conseil en stratégie et R&D. En ligne directe avec notre raison d'être, on accompagne nos clients sur leur futur modèle d'immobilier et de travail, en prenant en compte plusieurs facteurs qui influencent les décideurs et ceux qui doivent mettre en œuvre les stratégies, et notamment le facteur de la performance environnementale. Voilà. Donc, je vais parler, je vais faire un rapide rappel du contexte immobilier sur le sujet carbone pour contextualiser. Je parlerai du contexte réglementaire assez rapidement, mais pour avoir une vision exhaustive. On parlera bien entendu des différents leviers, vous verrez qu'ils sont assez nombreux. Comment ensuite on intègre une démarche bas carbone dans une approche de stratégie immobilière. Et puis, je partagerai in fine 2 retours d'expérience, d'études concrètes qui ont été réalisées auprès de 2 acteurs, vous verrez, qui sont très différents et qui, pour les deux, ont des enjeux carbone majeurs. Donc, je vais faire une présentation qui va durer 20-25 minutes. On se laissera 5-10 minutes à la fin pour partager des questions et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Les questions à lesquelles je ne pourrai pas répondre, j'y répondrai dans un second temps par écrit. Alors, je le sais, vous êtes déjà tous engagés vers une économie plus durable dans vos contextes sectoriels différents. Toutes les organisations aujourd'hui ont une stratégie différente, mais en tout cas qui s'oriente vers plus de durabilité. Alors, juste avant de rentrer un peu dans le cœur du sujet, j'ai à cœur de partager le fait que Colliers France et Colliers plus globalement Monde est également en marche, sans mauvais jeu de mots. On travaille avec différentes approches, une approche EcoVadis certifiante, avec un prisme important sur le volet environnemental. On a défini et élaboré des chartes RSE pour nos fournisseurs et sous-traitants. On a défini une politique de chantier propre et sécurisé, ce qui nous permet de travailler avec des partenaires qui sont également engagés et qui sont alignés avec nos approches. Colliers Monde est engagé auprès du SBTi, Science Based Targets, avec un objectif de neutralité carbone à horizon 2030 sur un scope 1 et 2, et puis j'espère prochainement également sur un scope 3. Nous sommes membres de l'OID, Observatoire de l'immobilier durable, qui nous permet d'avoir une vision et d'ensemble et une vision assez précise sur les sujets en lien avec l'immobilier durable. L'IEIF également. Nous avons des collaborateurs accrédités RICS et nous avons signé la charte d'engagement en faveur de la parité et de l'égalité femmes-hommes. Et je termine, je suis certifié par l'ABC, Association Bilan Carbone, ou pour la transition bas carbone, avec d'autres collaborateurs chez Colliers, ce qui nous donne la possibilité de délivrer des bilans carbone. Nous avons développé et nous développons encore des solutions auprès de nos clients sur ces sujets de durabilité, d'immobilier durable. Je l'évoquais tout à l'heure, on a développé un outil et une approche qui s'appelle Fresque du collaborateur éco-responsable, qui a vocation à faire prendre conscience à l'ensemble des occupants, des utilisateurs d'espaces de travail, de leur impact du quotidien sur l'environnement et de les amener positivement à envisager des actions à une échelle individuelle et plus collective, voire même au niveau de l'entreprise. L'immobilier bas carbone, j'en parlerai. Décret éco-énergie tertiaire qui fera l'objet d'un webinaire ce jeudi sur le même chrono horaire, 11h30. Donc là, cette approche permet évidemment de répondre directement à la réglementation des décrets tertiaires, mais avec une approche un peu plus exhaustive, prenant en compte
les enjeux immobiliers, évidemment, avec une approche plus stratégique. Et enfin, dernière offre qui est encore en cours, qui s'appelle Design circulaire, qui s'inscrit directement dans les projets d'aménagement ou de réaménagement des espaces de travail et qui permet d'introduire la circularité, donc le réemploi des matériaux, des mobiliers, la circularité étant un des enjeux et un sujet majeur qui répondra probablement le mieux à ce besoin de réduction de l'empreinte carbone. Le webinaire aujourd'hui traite de l'immobilier avec carbone, comme je l'ai dit, et assez orienté corporate. Nous ferons une série de webinaires à la rentrée de septembre, plus orienté investisseurs. Alors, quelques chiffres, alors vous les avez peut-être déjà en tête. Alors, tous les chiffres que je vais vous donner proviennent soit de l'ADEME, soit de l'OID. Alors, oui, vous le voyez à l'écran, l'immobilier est le 4e plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France, avec pas loin de 75 millions d'équivalents CO2, ce qui le rend relativement responsable. Vous avez quelques chiffres également complémentaires. Le bâtiment est le premier consommateur énergétique. Les bâtiments représentent 40% de la consommation d'énergie totale à l'échelle européenne. En France, c'est 50% de la consommation d'énergie. Alors, il faut se rappeler qu'en France, on a un mix énergétique qui est relativement favorable, avec une électricité qui est décarbonée à hauteur de 70% du fait de la production des centrales nucléaires. Les bâtiments à l'échelle européenne, les bâtiments tertiaires et résidentiels représentent pas loin de 40% des émissions carbonées. Donc ça pointe du doigt en fait le secteur de l'immobilier. On peut le voir aussi de manière positive en disant que au sein du secteur immobilier, on a beaucoup de leviers qui permettent de contribuer à la limitation du réchauffement climatique. Quelques éléments sur le cadre réglementaire. Vous avez à l'écran en fait toutes les réglementations en vigueur qui concernent entre guillemets l'immobilier ou l'immobilier durable. Les 5 premières réglementations concernent le climat plus directement. La dernière, zéro artificialisation nette, concerne plus les sols. Alors je vais les balayer assez rapidement. Vous les connaissez, décret tertiaire, objectif de réduction de consommation énergétique de 50-60% à horizon 2050, se basant sur une année de référence ou une valeur absolue, notamment pour les bâtiments très performants et les bâtiments neufs. Le décret BACS, Building Automation and Control Systems, donc lui est en fait au service du décret tertiaire, puisque l'objectif, c'est d'équiper tous les bâtiments tertiaires d'un système qui permet d'automatiser, de contrôler, de piloter et d'automatiser les consommations d'énergie. La taxonomie européenne concerne plus les propriétaires. Donc là, on est dans le cadre d'un outil qui permet d'identifier toutes les activités qui ont un lien avec la durabilité. Cela permet à la Commission, à l'Union européenne de mieux flécher ses investissements. La loi ENR, énergie renouvelable, fixe comme objectif de multiplier par 10 la production d'énergie renouvelable, se basant notamment sur la production d'énergie via des panneaux solaires ou photovoltaïques et également les éoliennes. Alors dans la loi, il y a notamment une obligation de la part pour les propriétaires qui disposent de surfaces de parking de plus de 2500 m² d'équiper pour moitié ces surfaces d'ombrières, par exemple. La RE 2020 concerne tous les bâtiments neufs construits et impose des seuils d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2 relativement drastiques. Et enfin, la ZAN, zéro artificialisation nette, impose à celui qui artificialise un sol de désartificialiser à hauteur de 1 x 5, avec différents steps de désimperméabilisation, voire de renaturation. Donc l'approche carbone, en fait, surtout sur les 5 premières réglementations que vous avez à l'écran, permet de tout embarquer. Quand on est sur des scénarios de réhabilitation, quand on est sur des scénarios de construction, sur un volet, donc sur le volet énergétique,
principalement, mais également évidemment tout ça au service de l'empreinte carbone. Alors, les leviers s'appréhendent de la manière suivante. L'objectif initial, c'est d'analyser l'empreinte carbone de l'immobilier sur l'ensemble du cycle de vie d'un bâtiment, de la phase de construction jusqu'à la phase d'exploitation, et également des activités humaines en fait, qui sont directement rattachées à ces bâtiments. On parle de mobilité, on parle de transport, des collaborateurs de chez eux jusqu'au lieu de travail, et puis voire même des transports du lieu de travail jusqu'au lieu des clients. Les consommations énergétiques liées aux usages dans le bâtiment et les services du bâtiment. Alors c'est une démarche en fait qui respecte complètement l'approche de l'ADEME et donc de l'État. Que nous avons du coup apprise avec l'association Transition Bas Carbone, ce qui nous amène en fait à avoir une vision assez large et permettant d'identifier des leviers. Vous les avez à droite en fait, source OID, ce sont des moyennes. Donc vous avez la répartition d'empreinte carbone d'un bâtiment tertiaire. Avec en tête, et ça peut surprendre encore, la mobilité, qui est largement responsable des gaz à effet de serre, du fait des transports, notamment le transport routier, consommation énergétique, bien entendu, et enfin matériaux. Voilà, donc vous avez les trois grands paquets de leviers sur lesquels investiguer pour mesurer et pour réduire l'empreinte carbone. Alors, on serait dans un contexte plus industriel. Il est fort probable que la consommation énergétique arriverait en tête avec ensuite la mobilité et les matériaux. Alors, vous avez à l'écran en fait les principaux leviers. Vous voyez qu'ils sont relativement nombreux. On garde la répartition mobilité, énergie et matériaux par souci de simplification. Vous voyez apparaître en fait une notion de scope qui est en fait une notion, une méthode qui est intégrée, qui s'inspire directement de la méthode bilan carbone. Donc pour rappel, scope 1, c'est tout ce qui touche aux émissions directes, tout ce qui est émis des bâtiments, donc en l'occurrence dans le monde de l'immobilier, tous les gaz à effet de serre émis par les dispositifs de production d'énergie. Scope 2 et 3 sont les émissions indirectes. Donc scope 2, on retrouve l'énergie qui est acheminée dans les bâtiments. Et scope 3, on retrouve tout ce qui touche au transport et puis les matériaux, ce qui rend le choix du bâtiment du coup important dans la stratégie de décarbonation. Alors si on reprend un peu dans l'ordre, mobilité, implantation, les premiers leviers, alors ils sont quand même classés par ordre d'impact. Le premier levier sur lequel on travaille avec nos clients concerne la déconcentration des lieux de travail lorsque c'est pertinent eu égard à la stratégie industrielle, à l'organisation d'entreprise. L'objectif, en fait, c'est de réduire les temps de transport et du coup, en gagnant en proximité avec les domiciles des collaborateurs et puis évidemment avec les clients, avec les zones de chalandise. Vous avez en dessous, en fait, probablement le levier le plus efficace. Alors, il n'est pas neuf, bien sûr. C'est la réduction des mètres carrés et l'augmentation de la densité. Autrement dit, en fait, d'être plus sobre dans sa consommation immobilière. Moins de mètres carrés, forcément, moins de CO2. L'impact est direct. En dessous, vous avez des leviers qui sont très connus, enfin déjà connus, flotte de véhicules, bornes électriques, crédit mobilité, dispositif RH qui concerne en fait les collaborateurs éligibles qui peuvent, dans ce cadre-là, se faire rembourser de leurs frais de transport lorsqu'ils répondent à des critères, par exemple, de mobilité douce ou de transport bas carbone. Sur le volet plus énergétique, évidemment, le choix des bâtiments est essentiel. Déjà les bâtiments qui sont certifiés ou labellisés et qui ont déjà des hauts niveaux de performance en matière de consommation énergétique. La densification de l'occupation et la multiplication des usages est un levier extrêmement efficace également, la réduction des consommations d'eau. Tous les dispositifs qui permettent de produire de l'énergie au travers de panneaux solaires et de géothermie. Et enfin, ça fait lien avec la loi BACS,
pilotage consommation énergétique au travers des dispositifs de GTB, qui là aussi peuvent permettre de gagner un certain nombre de pourcentages en termes de consommation. Sur le volet plus matériaux, optimisation des surfaces dans les programmations dès la conception. On privilégiera évidemment, dans la plupart des cas, des stratégies orientées rénovation, plus que construction. Les constructions émettent souvent beaucoup plus de CO2 que des projets de rénovation. Alors, à l'exception de rénovations très lourdes, où là, il faut rentrer un peu dans le détail, il faut aller des mesures pour pouvoir identifier quel est le scénario le moins émissif. L'allongement de l'utilisation des mobiliers et puis du matériel informatique, bien entendu, et le réemploi des matériaux, des mobiliers, même si aujourd'hui les filières ne sont pas encore bien structurées, notamment sur le volet matériaux. Mais là, on a un levier qui est fondamental et qui probablement répondra le mieux dans les années à venir à cet enjeu de réchauffement climatique. Pour toutes les sources d'émissions que vous avez sous les yeux, mobilité, énergie, matériaux, il y a un levier évidemment qui est fondamental, celui de l'acculturation des collaborateurs, j'ajouterais même des décideurs, pour leur faire prendre conscience de l'impact de leur activité collective et individuelle sur le réchauffement climatique et pour les amener positivement à agir. Alors là, vous avez sous les yeux en fait une démarche un peu générique, mais qui permet de comprendre comment est-ce qu'on peut procéder. Vous avez à gauche sur la partie bleue une approche de stratégie immobilière assez classique, qui passe d'abord par un diagnostic bâtimentaire, identifier ensuite les besoins et les potentiels des bâtiments, ensuite définition des orientations stratégiques, et puis enfin une programmation immobilière avec les chiffrages qui vont bien. Pour chacune des étapes, vous avez effectivement du coup les étapes classiques d'une approche carbone, qui consiste dans un premier temps à définir le périmètre. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Est-ce qu'on veut mesurer tous les scopes, 1, 2 et 3? Est-ce qu'on veut mesurer l'empreinte carbone sur tout le cycle de vie, en tant que propriétaire, voire même en tant que locataire? Donc, je le rappelle, une conviction, c'est que l'État, l'ADEME, effectivement, préconise d'avoir une approche très large, et notamment sur l'ensemble du cycle de vie. On est sur des temps longs, on est sur des temps immobiliers qui sont longs. L'urgence climatique fait qu'on doit agir rapidement. Les réglementations en fait se resserrent vers toujours plus de rigueur. Voilà, on préconise effectivement d'avoir une analyse assez élargie d'ores et déjà. Ensuite, on identifie les sources d'émissions et les leviers de réduction des gaz à effet de serre sur l'immobilier et les activités humaines qui sont rattachées. Et on définit des mix de projets opérationnels. Alors, il est rare quand un seul levier suffit pour atteindre une cible de décarbonation. En général, on travaille sur des mix de projets avec, comme je disais tout à l'heure en tête, réduction du besoin de consommation immobilière avec la réduction des surfaces et augmentation de la densité. Évidemment, tout ça s'inscrivant dans la stratégie industrielle, business, organisationnelle, RH de l'entreprise. Et enfin, détermination de la trajectoire immobilière bas carbone et de la feuille de route qui est induite. L'objectif, c'est d'inscrire des projets dans une trajectoire de décarbonation et de voir l'impact direct de chacun des projets sur cet objectif de décarbonation. Évidemment, on est souvent sur des projets de transformation importante, qu'on essaye d'organiser ça dans le temps pour limiter les impacts trop négatifs. Alors, nous ne sommes pas des ayatollahs du carbone. Notre objectif n'est pas de décarboner à tout prix. Notre objectif, en fait, c'est de trouver et d'accompagner nos clients à la mise en œuvre d'un nouvel équilibre de performance. Donc, on travaille toujours à la recherche de ce barycentre qui permet de combiner des enjeux de décarbonation, des enjeux de maîtrise de coûts, des enjeux de développement, de mise à disposition d'environnements de travail qui correspondent au mode actuel et futur. Et puis, évidemment, l'évolution des métiers avec un élément sous-jacent qui est la recherche de productivité.
Donc concrètement, on peut parfois revoir des stratégies d'investissement sur certains bâtiments qui nécessiteraient une rénovation énergétique importante lorsque le bâtiment est par exemple très mal placé sur son territoire. En gros, effectivement, un bâtiment qui a un potentiel bas carbone qui est relativement limité. On regarde évidemment en priorité l'aspect humain. On travaille sur des espaces de travail. Donc, on a à cœur de maintenir un niveau d'attractivité, un niveau de confort. Voilà. Alors, en termes de retour d'expérience, j'en aurais deux à partager. Un premier, donc on a accompagné un acteur majeur de l'assurance qui avait lancé un projet baptisé Horizon 2030 pour imaginer les futurs lieux, modes et environnements de travail à 2030. Plusieurs facteurs d'influence ont été retenus, notamment celui en lien avec leur stratégie bas carbone, qui est intégrée au cœur de leur projet, de leur mission. Donc on s'est projeté, on a fait une analyse prospective avec toutes les directions parties prenantes, direction immobilière environnementale du travail, la DRH qui est également en charge de l'organisation, la direction de la communication, la DSI et l'innovation, et également 3 jeunes talents qui se faisaient l'écho des attentes des nouvelles générations au sein de ce groupe. Dans ce secteur, on a travaillé sur un scope équivalent de 60 000 m², accueillant près de 6 000 collaborateurs. Donc on est sur un périmètre France. Donc on a réalisé plusieurs ateliers très participatifs, très collaboratifs, avec dans un premier temps une approche assez scientifique. Et on a commencé par cartographier, vous l'avez à gauche, en fait, une photo, un instant T, qui correspond à leur lieu et mode de travail en 2022. Vous voyez des ronds rouges et des ronds bleus qui correspondent à leurs implantations. Vous voyez des zones un peu plus, alors je ne sais pas si vous voulez à l'écran, si vous voyez bleu ou grise, qui correspondent en fait à la géographie du travail. Des petits points jaunes correspondant à des coworking dédiés spécifiquement à la commerciaux, qui ont pour enjeu d'être plus près de leur zone de chalandise. Donc on part en 2022 avec 11 sites principaux, un taux de partage de 0,8, c'est-à-dire en fait 0,8 postes de travail par collaborateur, un pourcentage d'espace collaboratif relativement limité de 25%, une majorité de bâtiments déjà performants sur le volet énergétique, des bâtiments qui sont positionnés à 20 minutes en moyenne des gares. Voilà. Donc on a, suite à plusieurs ateliers, on a pu établir une photo en 2030 répondant directement, alors pas que, mais notamment à l'objectif de bas carbone. Donc on passe en 2030 de 11 à 6 bâtiments avec un taux de partage de 0,6, ce qui nous amène en fait à réduire de 30% les surfaces. En 2030, ce groupe occupera uniquement des bâtiments HQE+. On a un taux de télétravail de 90% et des espaces collaboratifs majoritaires. Donc ça permet en fait du coup ah oui, et puis dernier élément qui était extrêmement novateur pour ce groupe, c'est on donne la possibilité aux collaborateurs de travailler à 2 heures à distance d'un site principal, ce qui permet d'accompagner le travail à distance et ce qui permet directement de réduire en fait les transports. Alors vous voyez la carte, donc en fait ce sont les espaces, c'est l'espace bleu ou gris. Qui correspondent quand même grosso modo en fait au TGV en France, qui permet de réduire largement la géographie et donc la géographie du travail. La réduction des mètres carrés permet directement ou indirectement en fait de financer tous les projets
les changements de bâtiments, les projets de rénovation, les transformations à l'intérieur des espaces. Donc on est quasiment à ISO budget. Deuxième retour d'expérience, donc auprès d'un acteur majeur de l'entertainment en Île-de-France, qu'on accompagne encore sur le développement de 4 scénarios de développement complexe, intégrant des infrastructures, mais également de l'immobilier, et avec comme objectif d'optimiser la performance CO2 sur chacun des scénarios. Donc on a utilisé l'approche bilan carbone, méthode ABC, et on a travaillé de manière assez transversale là également avec la direction immobilière, direction des revenus, direction financière et la direction des achats. Donc, je partage quelques rendus. Donc on a 4 scénarios, des scénarios de nature assez différente. Scénario 1 qui concerne en fait une extension de l'infrastructure déjà existante, avec le développement d'immobilier alentour. Scénario 2, un scénario un peu plus de transformation. Et un scénario 3 et 4, un scénario qui intègre des constructions. Donc 4 scénarios différents. Et vous voyez que, alors c'est un petit en blanc, vous voyez les scores CO2. Donc là, on est quand même sur des volumes relativement importants. Mais vous voyez qu'effectivement, en fonction de la nature du scénario, entre une extension et une construction, on a des niveaux de CO2 qui sont relativement très, très différents. Dans leur phase de construction, dans leur phase initiale, dans leur phase d'exploitation, les résultats sont relativement équilibrés pour différentes raisons. Je n'entrerai pas dans le détail, mais les infrastructures neuves sont relativement performantes. Alors, donc là, on est parti de cette baseline, et puis on a identifié plusieurs leviers pour réduire l'empreinte carbone de ces scénarios. Donc on y est parvenu plus ou moins bien en fonction des scénarios, en travaillant sur 4 leviers. Un premier levier, c'est l'utilisation massive du béton bas carbone, avec comme hypothèse d'une réduction de 50% de l'empreinte carbone. Donc on a travaillé avec des partenaires promoteurs, on a travaillé également avec des partenaires énergéticiens, on a travaillé également avec IDFM, puisqu'on a travaillé, c'est le levier numéro 4, l'optimisation des transports en commun, où on a pu du coup anticiper, valider l'hypothèse d'augmentation de fréquence des transports en commun, également avec la SNCF, pour identifier la possibilité d'élargir des plateformes de gare pour accueillir un maximum de personnes. En levier 2, vous voyez un élément important, le réemploi de structures béton sur un des scénarios, en l'occurrence le scénario 2, qui permet de réduire le besoin de production, d'utilisation de béton. Et puis le levier 3, enfin, qui permet d'identifier la possibilité de développer de manière assez massive l'implémentation de panneaux photovoltaïques et l'installation de dispositifs de géothermie qui couvrent quasiment la totalité en fait, des besoins de consommation d'énergie. Voilà pour cette présentation, qui est un petit peu plus longue que prévu. Je pense que c'était relativement riche, mais ça permet de partager d'abord l'ambition d'accompagner nos clients sur leur sujet de décarbonation, et puis de montrer effectivement qu'on agrège maintenant un critère en plus, un critère carbone, au même titre que d'autres enjeux financiers, immobiliers, organisationnels et d'attractivité. Alors, je pense que vous pouvez, je crois que vous avez un onglet qui s'intitule Questions, que vous pouvez actionner de manière à poser des questions si vous le souhaitez. On va se donner 5 minutes pour répondre à ces questions. Il y en a déjà quelques-unes qui viennent. Alors j'en ai une première. Est-il indispensable d'être certifié pour établir des mesures carbone? Alors, il n'est pas nécessaire d'être certifié pour pouvoir réaliser des mesures carbone. En revanche, pour délivrer des mesures carbone, en revanche, oui, de la part de l'ABC.
puis, quand on apprend cette méthode-là, on voit bien effectivement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément natifs. Donc, la réponse est plutôt oui. Une autre question, une question que nos clients nous posent souvent, existe-t-il des benchmarks carbone de bâtiments par typologie même? Alors, en fait, il n'y a pas de benchmark aujourd'hui établi sur des bâtiments, et encore moins sur les bâtiments par typologie. En revanche, effectivement, on a quelques référentiels, notamment donnés par l'ADEME, ce qui nous permet quand même de dimensionner des projets les uns par rapport aux autres. Mais il n'y a pas de benchmark établi comme on pourrait l'avoir sur les benchmarks de marché immobilier. Notre question qui est assez fondamentale: comment financer la mise en œuvre d'une stratégie bas carbone qui forcément induit des investissements parfois très importants? Donc là, c'est la question clé. J'ai indiqué tout à l'heure en fait le levier numéro 1 qui permet de financer directement ou indirectement, c'est la réduction, la contraction des surfaces. C'est en fait avoir une approche beaucoup plus sobre de ces consommations immobilières. Je dirais que le deuxième levier, c'est développer autant que possible des dispositifs de production d'énergie, soit pour couvrir ses propres besoins, soit pour réinjecter de l'énergie renouvelable dans les réseaux et en tirer des revenus. Après, vous avez également des subventions de l'ADEME, de la Banque des Territoires et même au niveau européen. Et puis, en fonction des différents, selon la nature des projets et envergure, vous pouvez intéresser également des fonds, des investisseurs pour intégrer des assets dans des portefeuilles. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous accompagnez vos clients sur leur stratégie net zéro carbone? Alors oui, on accompagne nos clients sur leur stratégie net zéro carbone. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce que vous avez vu à l'instant, on mesure l'empreinte carbone de scénarios ou d'assets ou de portfolios, et on identifie en fait quelles sont les mesures compensatoires qui permettent d'atteindre le net zéro carbone. C'est en fait la partie qui est incompressible du fait de l'activité. Et donc on travaille sur la recherche de puits carbone qui sont de projets qui permettent d'absorber du CO2, des projets certifiés labellisés. On peut aussi également travailler, même si on est moins fan, sur des crédits mobilité. Et puis on peut travailler également sur des dispositifs de production d'énergie renouvelable qui peuvent permettre de compenser aussi du coup l'incompressible. Je vous propose de clore ce webinaire numéro 2. J'étais ravi de pouvoir échanger sur ces éléments-là qui sont au cœur de notre stratégie de développement et qui répondent à un enjeu majeur. Merci.